messieurs. Alors, nous allons aborder maintenant le PowerPoint, qui est le dernier document que je dépose pour ce premier cours. Vous avez compris qu'il y en aura normalement un pour chacune des matières. Évidemment, l'avantage de cette façon de procéder, c'est que vous pouvez donc travailler quand vous êtes libre. Le tout est là, vous l'utilisez lorsque vous le désirez. De ce premier PowerPoint, enfin, il y aura deux PowerPoints. Le premier PowerPoint va concerner les principes de droit comme tel, alors que le deuxième PowerPoint concernera la jurisprudence qui traite de notre sujet, qui est, comme vous le voyez, la naissance de l'État. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans la vidéo qui accompagne, toutes les terres émergées relèvent de la souveraineté d'un État sur la planète. Donc, comme je vous l'ai indiqué, déjà, un nouvel État ne peut naître que de la division d'un État existant. Éventuellement, ça pourrait aussi être la jonction de deux États. Alors évidemment, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de parler de l'Union européenne, si d'aventure on faisait en sorte que les États n'aient plus le droit de rentrer en relation avec les autres États, et bien dans ce contexte, on aurait sans aucun doute un nouvel État qui naîtrait sur la scène internationale. Ou alors, il y aura l'acquisition de l'indépendance par un État qui est sous contrôle d'un autre État. Et ça peut être également la division qui peut être volontaire ou forcée. Lorsqu'on parle de division forcée, mais c'est là où on parlera de sécession. Le principe de base, nous l'avons vu, c'est que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit de jus cogens, c'est un droit qui est clairement établi. D'ailleurs, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se trouve dans la Charte des Nations Unies. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Vous l'avez à l'article 1, comme vous le voyez, le deuxième paragraphe, où tout de suite on parle du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. On va en parler donc à l'article 55 de la Charte des Nations Unies que je reproduis ici, donc en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc je crois qu'il n'y a aucun doute de ce que dès le départ à l'ONU, on prévoyait, on faisait en sorte que les États auraient le droit donc de disposer d'eux-mêmes. Ce droit fondamental a été établi. Naturellement, ça veut dire plus ou moins l'abandon en fait de cette notion de colonisation, bien que la charte elle-même prévoyait un système donc d'assistanat pour certains pays. Donc la situation n'était pas finalement d'une façon, d'un point de vue concret, ce n'était pas mis dans la charte comme telle, ce n'était pas caractérisé, mais le principe, le droit, lui, est bien établi. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques parle également de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il est même un tout petit peu plus prolixe, puisqu'à l'article 1er, paragraphe 1, il établit le droit. Comme vous le voyez, tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, mais il va donner plus de détails au deuxième paragraphe. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. Ainsi, et ça nous le verrons un peu plus tard dans quelques diapos, les peuples peuvent disposer de leurs richesses. On le verra enfin un peu plus tard parce que je vais reproduire des articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et des peuples, le mot l'indique bien, dans lesquels on parle justement de ces droits des peuples, on va les identifier. Donc ici c'est intéressant, ce qui veut donc dire que les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses, mais attention, ici ça ne veut pas dire que les peuples ont le droit pour... Excusez-moi, je poursuis, j'ai cliqué un peu trop vite, ont le droit pour autant donc de faire sécession. Alors,
Je vous parle d'États qui ne sont pas indépendants, mais effectivement, j'ai mis cette carte ici. Vous le voyez, c'est une carte de l'ONU, puisque effectivement, à l'ONU, il y a un processus de suivi des États qui ne sont pas indépendants. Voyons la liste. Elle viendra à la diapo suivante, excusez-moi. Donc, à la création de l'ONU, comme vous le voyez en 1945, il y avait 750 millions de personnes, donc soit du tiers de la population mondiale de l'époque, qui vivaient dans des territoires qui n'étaient pas autonomes et qui dépendaient de puissances coloniales. Voyons maintenant, dans le rectangle vert, quelle est la situation. Bien, depuis, plus de 80 anciennes colonies ont acquis leur indépendance. Les 11 territoires sous tutelle sont parvenus à l'autodétermination et ont obtenu l'indépendance ou un statut de libre association avec un État indépendant. Et la plupart des territoires non autonomes ne sont plus considérés comme tels, ayant changé de statut ou choisi l'indépendance, la libre association avec un État indépendant ou l'intégration à un État indépendant. Aujourd'hui, toutefois, il reste, et c'est la liste que nous verrons tout de suite après, 17 territoires non autonomes qui regroupe au moins 2 millions de personnes. La voici donc cette fameuse liste. Vous avez les 17 territoires qui sont non autonomes. Vous le voyez, on a donc le nom dans la colonne de gauche et dans la colonne du milieu, on a l'État qui est responsable de l'administration des dits territoires. Alors c'est très variable évidemment. Si on regarde la dernière colonne, alors on voit bien qu'on a par exemple le Sahara occidental qui a 567 000 habitants. Alors que si vous descendez à l'avant-dernière ligne, là, le Pitcairn, vous avez 48 habitants au total. Hein? Donc la taille des 10 territoires varie beaucoup. On en a quelques-uns tout de même qui ont 3 000, 4 000, 5 000 habitants, là 15 000. Alors, quelle sera exactement la volonté des dix territoires et de leurs habitants? Voudront-ils devenir des États indépendants? Ça, ce n'est pas gagné d'avance. D'ailleurs, je vous souligne que on a Gibraltar, par exemple, qui est ici, donc au milieu, avec 34 003 habitants. Or, si je ne me trompe, on a régulièrement on fait des démarches pour sonder la population et la population semble vouloir demeurer britannique. La Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans un processus maintenant, donc le troisième nom à partir du bas de la liste. Nous sommes dans un processus donc de vérification de la volonté de la population. Au dernier référendum, la population a dit vouloir demeurer rattachée à la France. Nous verrons avec le suivant. Mais la procédure se fait maintenant donc de vérification. Alors, l'article 73 indique quelles sont les obligations donc des États qui ont l'administration d'un autre État ici. Alors vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous faire la lecture, vous serez capable donc de faire la lecture par vous-même. Ce qu'il faut comprendre, somme toute, c'est que l'État qui administre le territoire donc de notre population se doit d'agir à son bénéfice, donc à son avantage. On peut donc résumer ça de la sorte ici. Donc je vous fais grâce de la lecture du texte. Alors, évidemment, ça va nous mener assez rapidement, en 1960, en fait, à l'adoption de cette déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Et je crois que lorsqu'on regarde ce document, ben, il est évident que à l'ONU, donc c'est une déclaration qui a été adoptée par l'Assemblée générale, il est évident qu'à l'ONU, on a tout de suite adopté une position anticolonialiste dès le départ. Il n'y avait absolument aucune hésitation là-dessus. Donc on le voit par le texte lui-même, consciente de la nécessité de créer des conditions de stabilité et de bien-être et des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité de droit et de la liberté, de la libre détermination de tous les peuples, et d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La colonisation, c'est
C'est un principe qui en soi non seulement va contre le principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais également c'est une situation qui va contre les droits de la personne elle-même, puisque ça veut dire, je prends un exemple de base, tout simple, ça veut dire sans aucun doute une difficulté de participer donc à la vie publique, politique de son État, puisque vous êtes administré par un gouvernement qui se trouve ailleurs, hein, par définition. Et je vous rappelle que c'est un droit fondamental de la personne que de pouvoir participer aux prises de décision, donc qui concernent son État. C'est justement ne pas pouvoir participer de la sorte aux prises de décision qui concernent notre peuple, c'est un des facteurs qui fera en sorte que l'on pourra prétendre à terme pouvoir faire sécession. On poursuit toujours avec cette déclaration, mais nous allons faire cela rapidement parce que je ne voudrais pas accumuler du temps juste à vous faire la lecture de textes que vous pouvez regarder vous-même. Donc, reconnaissant le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à l'indépendance, consciente des conflits croissants qu'entraîne le fait de refuser la liberté à ces peuples, ou différents obstacles qui constituent une grave menace à la paix mondiale. Effectivement, donc plus tôt dans les vidéos, j'ai eu l'occasion de dire que pour la libération des peuples, c'est un des rares cas où le droit international permettra l'utilisation de la violence. Mais ça veut donc dire qu'on est en train de porter atteinte à la paix universelle, à la paix dans des régions. Écoutez, vous êtes sans doute un peu plus jeune que moi puisque je suis l'enseignant, mais il suffit d'aller voir sur YouTube des vidéos de la guerre d'indépendance de l'Algérie et il y a des choses qui s'y sont déroulées qui ne sont pas très belles et on voit bien que les droits de la personne n'étaient pas protégés en permanence. Hein. Donc la colonisation malheureusement offre on va dire un terreau fertile à ce genre d'abus. Toujours dans notre déclaration, donc vous pourrez regarder, considérant le rôle important de l'organisation, reconnaissant que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme dans toutes ses manifestations. Je vous ai dit que c'était un texte qui était clairement anticolonialiste. Vous en avez la manifestation la plus claire ici. Passons à la vidéo suivante. Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses. Alors ici, c'est important, souvenez-vous, il y a quelques diapos, on a parlé justement de l'article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui fait référence justement à ce droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découleraient de la coopération économique, donc internationale. C'est le même principe que ce que nous avons vu précédemment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et j'en profite pour souligner que cet article est exactement le même que l'article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les deux pactes donc débutent avec le même article, l'article 1er que nous avons vu tout à l'heure. Alors puisqu'on parle du droit des peuples à disposer justement librement de leurs richesses, prenons quelques secondes et voyons comment cela s'est manifesté, s'est concrétisé dans un autre texte qui est pour nous fort intéressant. Alors, je fais référence ici, comme vous le voyez, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, cette charte est intéressante parce que contrairement à ce que l'on voit avec d'autres instruments. On pense ici à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention européenne, à la Déclaration interaméricaine des droits de l'homme. Bon, j'arrête là. Hein. Vous voyez bien que dans chacun des textes que je viens de citer, on parlait de droits de l'homme, et ici on parle de droits de l'homme et des peuples. Donc la notion de collectivité est clairement exprimée ici dans cette charte. C'est sans doute une manifestation de valeurs africaines particulières que l'on va trouver donc exprimée dans différents articles que l'on a dans cette charte africaine. Alors, on en a quelques-uns ici que j'ai reproduits qui pourraient nous permettre peut-être de mieux comprendre quels seraient les droits de ces peuples ici, donc naturellement le droit de jouir de leur richesse.
Alors, tous les peuples sont égaux, ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Je pense qu'on comprend dans quel esprit nous sommes, toujours dans l'idée de la décolonisation. Tout peuple a droit à l'existence, tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. C'est le sujet de notre présentation. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. C'est intéressant ici parce que vous voyez, au paragraphe 2 de l'article 20, donc on nous parle des peuples colonisés, donc qui ont le droit de se libérer, alors que au paragraphe 1, on nous disait que tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Donc, ça veut donc dire que certains peuples pourraient ne pas être des peuples colonisés, mais ils auront quand même le droit à l'autodétermination. Et déterminer le statut politique. On en parlera un petit peu plus tard. Et finalement, donc le paragraphe 3, tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Le paragraphe 21, l'article 21, excusez-moi, les peuples ont la libre disposition de leurs richesses, de leurs ressources naturelles. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure, sujet sur lequel je me suis un peu attardé, là, justement, le droit des peuples à disposer de leurs richesses. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. C'est le grand juriste sénégalais Kiba Mbaye qui avait emmené cette idée donc du droit des peuples à disposer de leurs richesses. Donc, et on voit que ça s'est transcrit par la suite dans la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Je vous laisse lire le restant, mais vous comprenez quelle est l'idée. Le droit, donc, de pouvoir disposer de ses richesses. Le dernier paragraphe de l'article 21, donc les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources naturelles. Mais évidemment, ici, on est dans un contexte véritablement colonial où l'Afrique va se faire exploiter ses richesses donc, par des compagnies étrangères. Donc, tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, donc toujours dans la Charte africaine. Finalement, le paragraphe 23, les peuples ont droit à la paix, à la sécurité, tant sur le plan national que sur le plan international. Évidemment, s'il y a un droit, ça c'est un droit de troisième génération, vous le comprendrez, et c'est un droit fondamental pour les États et pour la population. C'est un droit de l'homme que le droit de vivre dans la paix. Finalement, donc, tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement. On poursuit avec la déclaration sur l'octroi de l'indépendance. Tout à l'heure, ce que nous avions, c'était uniquement les grands principes et j'ai reproduit ici donc le contenu de la déclaration. Bon, vous avez les articles qui vont apparaître sur les diapos et je pense que vous êtes capable de voir ce qu'il en est, de voir le contenu. Donc, ces suggestions des peuples à une domination, à une exploitation étrangère constituent un déni des droits fondamentaux de l'homme. Je vous ai dit pourquoi il y a quelques minutes. Le droit des peuples à la libre détermination, donc, puis surtout le paragraphe 3 qui sera intéressant pour nous, l'article 3. Donc, le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance. En d'autres mots, lorsque le peuple fait valoir qu'il veut être indépendant, l'État colonisateur ne peut pas répondre « Oui, mais vous n'êtes pas prêt, vous ne saurez pas vous administrer ». Si le peuple fait valoir qu'il veut donc être indépendant de l'État colonisateur, son absence de structure, qui est souvent due d'ailleurs par ailleurs à l'État colonisateur, ne sera pas une excuse. Puis voilà, il sera mis fin à toute action armée, à toute mesure de répression,
de quelque sorte, donc dirigé contre les peuples dépendants. Bon, vous comprenez ici quelle est l'idée. Je vous laisse lire. Cette diapo aussi, regardez-la, elle est importante parce que, comme nous dit-on, toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. C'est fondamental parce que depuis le début, on voit donc cette notion de droit des États colonisés, excusez-moi, donc à l'indépendance, mais en même temps, on nous dit que la tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que si, malgré tout, il y a une limitation donc à l'expression de la volonté des peuples, donc à l'indépendance, puisque si je prends par exemple une colonie, sur le territoire de laquelle on pourrait trouver, on va dire, on va parler en termes de peuple, on pourrait parler plusieurs peuples, trouver plusieurs peuples, 3, 4 peuples, peu importe le nombre. Mais ça veut dire que dans le processus d'indépendance, c'est l'État globalement, la colonie globalement, qui pourra acquérir l'indépendance, et ce ne seront pas chacun de ces peuples individuellement qui vont faire éclater la colonie pour se retrouver à la fin avec 3, 4, 5 nouveaux États. C'est le principe de l'uti possidendi iuris dont nous avons parlé. Donc, s'il doit y avoir un processus, par exemple, de consultation de la population, mais ce sera la population globalement sur le territoire tel qu'il se définit à ce moment, et la population s'exprimera, et puis l'indépendance, mais ce sera pour le territoire de la colonie tel qu'il existe à un moment X. Donc, il faut toujours vérifier le tout globalement. Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, donc, et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc, évidemment, on comprend bien qu'on n'envoie pas des mercenaires à l'étranger pour organiser une rébellion. Et c'est fini pour maintenant. Ce que nous allons faire, nous arrêtons ici. Un deuxième PowerPoint donc en préparation sera déposé sous peu, qui va compléter en étudiant la jurisprudence que nous avions donc à lire sur ce sujet.